Je vais parler aujourd'hui de la relation très complexe qui existe entre la douance, telle que nous la définissons, et la dépression. Relation très complexe et qui ne peut pas s'appréhender juste par l'outil statistique tel qu'il est manié habituellement. Je rappelle la polémique de ces quelques mois dans cette fameuse guerre de la douance que posent d'un côté Gauvry, Ramu, donc des gens venus des sciences cognitives, et de l'autre côté tous les psychologues qui sortent des wagons de bouquins pour décrire la douance, la décrire, jamais tenter de l'expliquer. Et c'est bien là le problème. Et notamment, dans ce tableau clinique, il y a le fait qu'il y aurait un lien particulier entre douance et dépression. Et du coup, ça a donné, en effet, le constat fragile et faux que les surdoués seraient plus enclins à faire des dépressions que les autres, et à être en dépression. Les cogniticiens arrivent, font des stats, font une moyenne de... Alors, la dépression, on sait à peu près la repérer médicalement, enfin, il y a un certain nombre de critères qui permettent de dire, tiens, quelqu'un est déprimé ou quelqu'un ne l'est pas, et donc font une moyenne sur les individus qui sont à plus de 130 et une moyenne sur les individus qui sont à moins de 130, et constatent que non. Non, on ne peut pas établir de corrélation, et du coup ils en tirent la conclusion que, tirer le rideau, il n'y a rien à voir, c'est un mythe, que les cliniciens ont été trompés par le fait que, évidemment, les gens qu'ils recevaient étaient plus fréquemment en souffrance que les autres, parce que ceux qui vont très bien, par définition, ils vont pas chez les psys, et que du coup, comme ils recevaient ceux qui reçoivent beaucoup de surdoués, comme les surdoués qui reçoivent sont plutôt ceux qui sont déprimés que les autres, ils en auraient induit à tort, inféré à tort, l'idée que y aurait un lien très étroit entre douance et dépression. Je comprends l'argument, et effectivement, je l'ai déjà dit, le tableau clinique, il est très mal fichu. De toute façon, tant qu'on n'explique pas, tant qu'on se contente de décrire, en effet, c'est très fragile. Pour autant, il me semble bien qu'il y a un lien. Mais un lien dont je ne suis pas surpris qu'il ne se traduise pas de manière aussi grossière par le fait que les surdoués seraient massivement plus déprimés que les autres. Les gens qui ne se construisent pas de cette façon ont aussi 1000 raisons d'être déprimés, et un surdoué n'est pas forcément déprimé, bien sûr. Et pour examiner ce lien, la seule manière, c'est d'avoir quand même une théorie de la douance, une vraie théorie, pas simplement un constat que, tiens, bizarrement, les gens qui ont plus de 130, ils auraient telle et telle caractéristique, et on comprend tellement rien qu'on va leur mettre un nom qui ne dit rien, on va les appeler des zèbres, par exemple. Preuve qu'on comprend rien du tout, c'est-à-dire, si on les appelle des zèbres, c'est bien parce qu'on estime que c'est un peu des martiens, cette espèce d'objet très bizarre, qu'on rattache éventuellement à une caractéristique, par exemple la pensée en arborescence, mais il y a d'autres approches dans lesquelles c'est une autre caractéristique, mais dont on n'essaye pas du tout d'établir par quel lien on pourrait déduire de la pensée en arborescence tout un tas de choses, y compris par exemple la dépression. Du tout. On tente absolument pas d'expliquer. Bon. Ceux qui sont familiers avec ces vidéos, et ceux surtout qui ont lu notre bouquin, et à ce propos, je réinvite, parce que dans les commentaires, certains d'entre vous, et heureusement d'ailleurs, c'est le paradoxe, c'est qu'évidemment en m'adressant à une population assez massivement concernée par cette question, évidemment je me confronte à des gens qui, même quand ils ont deux, trois bribes de quelque chose, jouent avec. Et tant mieux, c'est ça, selon moi, la douance. C'est cette liberté, même avec 3 bouts de Lego, d'essayer de voir ce qu'on va pouvoir fabriquer avec. Et donc, certains commentaires, à partir de ce que j'énonce dans les vidéos, commencent à essayer de construire et à essayer de construire des objections. Ça, très bien, il y a plein d'objections d'ailleurs qui sont très intéressantes et très pertinentes. Mais tout de même, quand vraiment il y a l'envie de dialoguer, je vous invite à aller regarder de près les concepts qu'on a mis en place. Je pense par exemple à certains commentaires qui sont revenus 2 ou 3 fois sur l'idée que notre notion de récit collectif serait une notion bidon puisque les récits collectifs se sont effondrés. Enfin, il y a quelques internautes qui me font la remarque, qui m'enseignent le fait que quand même il serait temps que je m'aperçoive que les idéologies et les religions sont quand même sacrément cassées la gueule et qu'on est dans une époque postmoderne où justement les récits collectifs n'ont plus le même statut qu'avant et que donc ça invaliderait toute la démarche.
En soi, j'entends l'argument. Je voudrais juste dire, si j'ai pas le temps de rappeler à chaque vidéo l'ensemble de ce qu'on a mis en place comme appareil conceptuel pour comprendre les choses, c'est bien parce que le format d'une vidéo, il implique une vision un peu caricaturale. Donc je les invite quand même à aller regarder, parce qu'évidemment cet argument, on se l'est fait à nous-mêmes. Si on avait écrit en pensant que les récits collectifs fonctionnent de la même manière à notre époque qu'ils fonctionnaient au XVIIe siècle ou dans une société froide, on serait simplement d'une naïveté étourdissante. Que bien sûr que cette question de la postmodernité, on l'a beaucoup traitée. Je signale au passage à ceux qui font cette objection que le philosophe en France qui a le plus travaillé sur l'effondrement des récits collectifs, Marcel Gauchet, celui qui a écrit un livre qui s'appelle Le désenchantement du monde, et qui justement a cru un moment que cet effondrement des récits collectifs allait permettre le déploiement presque mécanique de l'individualité et de la liberté individuelle, tout simplement parce qu'on serait plus sous l'emprise de ces grands récits. C'est exactement le même philosophe qui a été pleinement convaincu par nos explications et non seulement a fait un article sur notre livre alors même que on l'égratigne parce qu'on en traite de ça justement dans notre livre, de la question de l'illusion de la modernité, et il a été convaincu par nos arguments, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont vrais, mais juste bon, c'est quand même un peu pensé ce qu'on essaye de faire. Et même si, évidemment, une fois que j'aurai fait 50 ou 60 ou 100 ou 200 vidéos, peut-être que ça donnera un panorama relativement complet, mais ça remplace pas le livre. Et je voudrais quand même rappeler à ceux qui veulent se confronter à cette parole que malgré tout, le plus rigoureux, c'est quand même d'aller regarder de près ce qu'on explique par ailleurs. Bon, voilà. Ça m'évite d'avoir à répondre, à réécrire ce qu'on a écrit. Bon. Bref, je reviens à ma question de la dépression. Tel que on a défini la douance, donc, dans ce manque d'adhésion inconditionnelle au récit collectif, c'est-à-dire au récit des groupes auxquels le sujet s'identifie. Donc dans cette nécessité de forger le sens par soi-même, de forger son récit singulier dans une confrontation avec ces récits collectifs et non pas dans une simple appropriation de bribes de ces récits collectifs. Il y a un lien effectivement assez particulier avec la question de la dépression, parce que si on analyse ce qu'est la dépression, alors, on peut l'analyser sous plusieurs prismes. Bien sûr que la dépression, elle est appréhendable sous un prisme neurobiologique. De toute façon, comme n'importe quel phénomène psychique, il y a toujours un équivalent matériel neurobiologique. À titre personnel, je ne crois pas à l'essence de l'âme. Donc je pense que n'importe quel phénomène psychique est aussi un phénomène neurobiologique. Bien entendu que on peut décrire l'état cérébral, ou en partie, parce qu'on ne connaît pas tout au cerveau, loin de là, mais dans la mesure où on connaît le fonctionnement cérébral, on peut appréhender notamment le phénomène de la dépression par le biais de l'état du cerveau à un moment donné. Ce qui signifie que dans les causes qui peuvent engendrer la dépression, il y a aussi bien sûr des causes physiques, des causes neurobiologiques. Ce serait totalement absurde de supposer que la matière du cerveau n'a aucune pertinence comme cause et que tout ce qui se passe cérébralement parlant et psychiquement parlant est forcément causé par, je sais pas moi, l'inconscient ou évidemment que si on sait très bien, d'ailleurs aujourd'hui on le sait que si on reçoit quasiment aucune lumière solaire, on sait que si on ne pratique aucune des activités qui permettent de produire spontanément des sortes d'antidépresseurs, enfin des hormones qui jouent le rôle d'antidépresseurs, on va sombrer dans la dépression. On sait que si on manque de sommeil, etc., enfin, on connaît un certain nombre de facteurs physiques qui nous font aller vers la dépression. Donc, il y a ce premier prisme qui permet d'appréhender la dépression. Pour autant, même quand ce sont des facteurs de ce type qui engendrent la dépression, ça ne nous dit quand même pas ce qu'est fondamentalement la dépression pour un être humain. Et le fait qu'il y ait aussi des phénomènes de dépression ou assimilables à la dépression chez un certain nombre d'espèces animales, je suis pas sûr que chez le lombric on puisse observer des phénomènes qui s'apparentent à la dépression, mais chez un certain nombre de mammifères supérieurs, il y a bien
clairement des états psychiques qui sont très proches de ce qu'on appelle nous dépression. Et on sait très bien que un chien peut même se laisser mourir et au fond être dans un état qui, pour autant qu'on puisse en juger, même si évidemment on peut pas dialoguer avec le chien, mais tous les indicateurs qu'on peut avoir et que les éthologues peuvent réunir, et y compris tout ce que les neurobiologistes peuvent observer éventuellement des processus hormonaux du chien, vont nous permettre de créer une analogie assez forte entre la dépression de cet animal et la dépression de l'être humain. Pour autant, est-ce qu'on peut si facilement rabattre l'une sur l'autre? Et c'est là toute la question aussi, il faudra que j'y reconsacre une vidéo, du lien entre l'explication biologique, avec comme modèle, au fond, les animaux auxquels nous sommes apparentés, et les explications psychologiques. Chez l'être humain, il y a cette particularité qui me semble ne jamais pouvoir être négligée, et c'est de là qu'on est parti, et c'est là d'ailleurs, et c'est exactement là ce que nous proposons, ça va beaucoup plus loin qu'une théorie de l'advance, ce que nous proposons, c'est une nouvelle approche de la psyché. Et j'ai conscience de ce que je suis en train de dire en énonçant ces termes, c'est-à-dire que j'ai conscience du fait que ce que je suis en train de proposer avec mes co-auteurs, c'est un changement de paradigme par rapport au paradigme dominant par lesquels on a appréhendé la psyché depuis un peu plus d'un siècle. Donc, un changement de paradigme, à la fois par rapport aux approches psychiatriques, psychanalytiques, psychologiques, mais également par rapport aux approches venues au fond de la tradition de Piaget, qui ont donné les sciences cognitives, toutes approches qui sont par ailleurs très fécondes, très intéressantes, et dont nous nous sommes beaucoup nourris, et dont nous continuons à nous nourrir. Un changement de paradigme, ça ne veut pas forcément dire que ça invalide l'ensemble de ces approches, très loin de là. Mais ces approches partagent quelque chose. Elles partagent le fait d'avoir rompu très brutalement avec ce que toute une tradition philosophique avait tenu pour évident depuis à peu près 24 siècles, c'est-à-dire depuis la Grèce antique jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ce que toute la tradition philosophique avait tenu pour évident, c'est que pour comprendre quelque chose à cette étonnante bestiole qu'est l'être humain, il fallait toujours placer au centre de l'explication la conscience de la mort. Selon nous, il ne s'agit pas simplement de la question de la conscience de la mort, d'une certaine manière, même la conscience de la mort est englobée dans un problème plus large qui est au fond la conscience de la finitude. C'est-à-dire que nous sommes menacés de sidération, nous, les êtres humains, par la conscience de notre propre individualité, qui s'articule avec la conscience que cette individualité va périr, va se finir, soit totalement, soit en tout cas, après suivant les systèmes de croyance, soit en tout cas quand même très largement, que le temps passe et que d'une certaine manière n'existe que le présent, que le passé, que pourtant nous avons en mémoire et que nous sommes capables de réfléchir comme passé, c'est bien là le problème, c'est-à-dire que nous avons la faculté d'abstraction qui nous permet non seulement d'avoir des souvenirs, comme bon nombre de mammifères, mais de pouvoir les penser comme souvenirs. Et donc de pouvoir savoir que ce sont des souvenirs, les appréhender comme tels, et par exemple, à la fois ressentir quelque chose de très fort, comme par exemple un attachement pour une personne morte, ou un attachement pour une personne d'ailleurs disparue sans être morte. Je veux dire, quand on a un enfant par exemple, on ne cesse pas d'aimer le bébé qu'il a été. Et ce bébé-là, on a en même temps la conscience très aiguë du fait qu'il n'existe plus, qu'il a été remplacé par un petit garçon, une petite fille, que nous ne cessons pas d'aimer, même quand il ou elle a été remplacé par un préado ou une préado, etc., etc. Donc, c'est cette conscience aussi de l'écoulement du temps, et de cette finitude qui est celle de l'instant présent, et puis cette conscience de la solitude existentielle, c'est-à-dire conscience du fait que mon contenu psychique n'appartient qu'à moi, et que je ne peux pas le communiquer à l'autre, que je ne peux le communiquer au fond que par des mots, par des signes, par des gestes, par des expressions, mais que, in fine, mes émotions, mes sentiments, mes rêves, tout mon contenu psychique n'appartient qu'à moi et que je n'en communique à l'autre qu'un infime vestige qui en plus en général est mal compris par l'autre, que l'autre fait ses projections qui lui permettent à peu près de croire qu'il me comprend, mais qu'au fond, dès que la situation, dès que le dialogue nous permet de mesurer à quelle aune il
il faut appréhender cette compréhension, on s'aperçoit qu'elle est quasi nulle. Et qu'au fond, l'autre ne me comprend quasiment pas. Ajoutons à ça le fait qu'au fond, je fais assez vite l'expérience que finalement je ne me comprends même pas moi-même, que je suis à moi-même une forme d'altérité, et que ma conscience n'appréhende qu'une toute petite partie de ce moi aussi bien sur un plan psychique que sur un plan physique, et donc c'est aussi bien la finitude, les limites de ma conscience. Et d'avoir conscience de tout cela, ça nous rend fous, nous, les êtres humains. Ça nous rend fous parce que la seule parade face à ça, et ça avait déjà été très bien aperçu au fond par les Grecs, c'est ça le mythe de Méduse. La seule parade pour ne pas en être sidéré, pour ne pas suffoquer d'angoisse, c'est d'arriver à donner du sens. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les champs sociaux, absolument tous les champs sociaux, toutes les sociétés, la question du sens est constamment au cœur de ce qui explique l'action des individus. C'est la raison pour laquelle Maslow s'est complètement trompé. La fameuse pyramide de Maslow, selon laquelle il y aurait d'abord les besoins vitaux, etc., qui est finalement la question du sens, qu'il n'appelle pas comme tel, mais presque, serait le sommet de la pyramide quand tous les autres besoins ont été remplis. C'est une erreur flagrante au regard de ce que toute l'ethnographie nous permet d'appréhender. Je l'ai déjà dit, mais ça paraît une évidence pour n'importe quel anthropologue conséquent que pour analyser aussi bien le fonctionnement de ce qui... Et surtout, d'ailleurs, c'est d'autant plus flagrant dans les espaces où la survie est en jeu. On pourrait s'attendre à ce que dans les espaces où la survie est en jeu quotidiennement, justement où les besoins vitaux ne soient pas assurés, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait plus que cela qui explique le fonctionnement des individus. Je parle des moments de guerre, je parle de ce qui se passe dans un camp de concentration, je parle de ce qui se passe dans une société qui est au bord de la famine ou qui affronte une épidémie. Voilà, c'est ces moments où la question c'est vraiment de trouver à bouffer pour ce soir, survivre et échapper à l'ennemi d'ici demain. Eh bien, quand on regarde ces moments-là, quelle que soit la façon dont on les regarde, quel que soit l'endroit, le continent où on les regarde, c'est bien une chose qui paraît évidente, c'est qu'avant même de bouffer ou de survivre, les individus cherchent à fortifier le sens ou le recréer. Toujours. C'est la condition sine qua non. Bon. Ce qui distingue l'être humain d'absolument toutes les autres bestioles. C'est aussi cette question qui fait que nous sommes une espèce totalement agitée, en train d'inventer constamment des choses. Ou alors, quand on n'invente pas, parce que il y a bien des sociétés froides où on n'invente pas. L'individu n'invente pas activement quelque chose de nouveau. En revanche, ce qui est absolument remarquable dans l'étude de toutes les sociétés froides, ce que Lévi-Strauss appelle les sociétés froides, c'est-à-dire les sociétés pré-agricoles où les modes de vie se reproduisent à l'identique de génération en génération. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que quand on a commencé à vraiment les étudier de près, ces sociétés, on s'est rendu compte, et ça c'est tout le mouvement d'anthropologie des années 50-60, que contrairement à ce qu'on croyait, c'était pas du tout des sauvages, c'est-à-dire des sociétés sans culture, qui vivraient grosso modo de manière à peu près naturelle et feraient les choses de manière naturelle. Ce qu'on avait cru à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, simplement parce qu'on les voyant à moitié à poil toute la journée et vivre de manière nomade, et voyant qu'ils ne pensaient pas l'opposition entre la nature et la culture, ils ne la pensent pas en effet, la plupart de ces sociétés ne considèrent pas qu'il y a une discontinuité entre le monde humain et le monde animal ou végétal. Ils pensent tout ça comme un même espace organisé en tribus sous l'égide des mêmes esprits, des mêmes entités spirituelles. Donc, tout était là pour l'observateur de la fin du 19e, début 20e, pour se dire ce sont des sauvages. Déjà pour l'observateur du 17e. C'est bien d'ailleurs le fait de croire que c'était des sauvages qui a permis, après la découverte de l'Amérique, en 1492, au 16e, 17e, 18e siècle, qui a permis l'éclosion dans la philosophie anglaise politique d'abord, puis dans la philosophie française des Lumières, de la notion de civilisation. On serait parti d'un état de nature, il y aurait un homme à l'état de nature, ça c'est toute la pensée de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de Montesquieu. Donc un homme à l'état de nature, et progressivement il se civiliserait. Sauf que les anthropologues des années 50, 60, 70, et aujourd'hui ça fait totalement consensus, se sont aperçus du fait que, même dans ces sociétés donc froides, chaque geste est pris dans un réseau de signification symbolique tel
qu'il est codifié et qu'il est absolument pas accompli spontanément par obéissance à je ne sais quel instinct ou à je ne sais quelle logique naturelle. Non, il est pris dans une maille symbolique qui est dominante et dont la logique s'impose même parfois aux nécessités de la survie. S'impose à tel point d'ailleurs qu'un des grands problèmes pour sortir ces populations de l'état de développement dans lequel elles sont et leur apporter ce que nous estimons être la civilisation et qui a bien sur certains plans est véritablement un progrès. C'est-à-dire que quand on veut leur apporter des techniques qui vont leur permettre de mieux survivre, d'avoir de l'eau ou de la rendre potable, de mieux chasser, qu'on va leur apporter une médecine ou tout un tas de choses dont on se dit mais c'est forcément très utile, en essayant par ailleurs de préserver ce qu'ils peuvent avoir comme mode de vie et de préserver leur culture par ailleurs, même quand on est très respectueux, dès qu'on veut juste leur apporter ce qui nous paraît évident comme somme de savoir scientifique et technique qui leur rendrait service. La principale résistance à laquelle on se heurte, c'est que chaque geste, tailler une sarbacane, faire l'amour, boire une bière de manioc avec un pote, chaque geste est codifié, chaque geste est sacré, doit être fait à la manière de nos pères, des pères de nos pères, des pères de nos pères, implique des significations symboliques telles que si on change ce geste, même si on le change pour plus efficace en termes de survie, c'est trop grave ce qui se passe du côté symbolique, on va fâcher les esprits, du coup, la survie passe après. Donc, dans tous les champs sociaux qu'on étudie, cette question du sens est cruciale. Ça, c'est une observation que toute l'ethnographie a faite, et qui, curieusement, est restée l'angle mort de toutes les disciplines qui appréhendaient la psyché de façon individuelle, soit les disciplines psy, c'est-à-dire celles qui essayaient de faire la différence entre un psychisme sain et un psychisme malade, psychiatrie, psychanalyse, etc., soit l'approche de Piaget et de ses successeurs jusqu'aux sciences cognitives et à la psychologie cognitive aujourd'hui. Toutes ces disciplines ont fait comme si les questions existentielles que soulève cette conscience, la lutte contre l'angoisse, contre la sidération, pour arriver à construire un sens à son existence et une image de soi qui permettent de résister à cette conscience, de l'écoulement du temps, de la finitude, globalement, comme si ça, c'était un facteur assez marginal dans l'explication du psychisme, en actant le fait que comme la plupart des individus, comme la majorité des individus, ne semblent pas soulever ces questions existentielles de manière explicite, comme la plupart des individus, finalement, semblent vivre leur journée sans trop s'en occuper, ils ne sont pas constamment dans des questionnements métaphysiques, en supposant au fond qu'ils devaient avoir trouvé une manière de s'en accommoder. Et que, sans doute, la relation saine au monde, c'est d'avoir érigé des défenses, des mécanismes de défense qui permettent de s'accommoder de cette conscience et qui permettent de reléguer les questionnements existentiels, et que du coup, ces questionnements existentiels devenaient, quantité négligeable, devenaient epsilon dans l'explication du psychisme des gens dits sains. Et ce face à quoi la clinique des surdoués, entre guillemets, a mis un certain nombre de psys, c'est de s'apercevoir que chez les dits surdoués, justement, il semblait pas y avoir ces mécanismes de défense ou pas de la même façon, et que les questions existentielles étaient beaucoup plus présentes, beaucoup plus explicitement présentes. Ce qui n'implique pas, encore une fois, nécessairement de la dépression. Je vais y venir. Mais au fond, c'est un peu comme si les approches du psychisme dont j'ai parlé avaient finalement prolongé ce que j'appellerais volontiers, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, l'erreur de Pascal au XVIIe siècle. Pascal, qui à mon sens est un surdoué sidéré par le fonctionnement typique. Et dans sa théorie du divertissement, il constate que la plupart des gens semblent vivre comme s'ils n'allaient jamais mourir, et semblent accorder du coup une importance énorme à ce par quoi ils se divertissent de l'idée de la mort, une importance énorme au jeu de la cour, à leur statut, à l'étiquette, à toute une espèce de petit jeu qui, lui, ayant constamment conscience du fait qu'il va un jour mourir, lui apparaît comme inepte, comme absurde, et du coup il se dit mais comment ils font? En tout cas, ils parviennent à s'en divertir. Bon, ok. Et il y a une petite catégorie de la population, toujours selon Pascal, qui elle ne parvient pas à se divertir, et qui elle est condamnée du coup à travailler explicitement, activement cette question de la mort. Et selon lui, bon,
Pascal étant croyant, la seule manière de le faire, c'est évidemment de contempler Dieu. Et cette petite partie-là, donc, de la population, ne peut trouver son salut que en travaillant les Écritures, en travaillant son rapport à Dieu. Au fond, je suis athée, mais je suis d'accord avec lui. Il s'agit bien de travailler son rapport à Dieu, à la question du sens, à l'absolu, à l'infini, évidemment. Et j'en reparlerai parce que quelqu'un se demandait mais comment on peut être surdoué et athée. C'est pas le propos. Quoique, finalement, ça touche de très près cette question de la dépression. Mais surdoué et athée, ça veut sûrement pas dire surdoué et s'accommodant platement de la finitude. Il faut bien qu'il y ait de l'infini quelque part. Là encore, je vais très vite. J'invite à regarder l'appareil conceptuel qu'on a commencé à élaborer dans notre bouquin et qui va se prolonger. Il y a encore plusieurs centaines de pages qui nous attendent au minimum. On est au travail. Alors, si on revient à la question de la dépression, muni de cet angle selon lequel, finalement, dans le fonctionnement typique, dans le fonctionnement de la majorité des gens, il ne s'agirait pas de mécanismes de défense qui font de la question du sens une question secondaire. Il s'agirait juste du fait que cette question du sens n'est pas posée activement par les individus en tant qu'individus, mais qu'au fond, c'est exactement la fonction première des groupes, qui est de proposer un sens aux individus, par le biais de récits collectifs qui mettent en ordre le monde, qui distribuent des valeurs, et qui pointent vers une infinité, au moins une infinité imaginaire, c'est pas forcément un dieu, ça peut être la nation, ça peut être plein de choses, mais qui du coup crée du sacré, qui garantit au fond le sens de chaque chose. Et dans ce cas-là, ça signifie que l'énergie considérable que les individus déploient, non pas à se divertir, mais à coller à des postures, à coller à ce qui leur semble être les prescriptions, ou en tout cas les bribes des récits collectifs des groupes auxquels ils s'identifient, cette énergie considérable, elle tient bien à ce que finalement, eux aussi, ils sont constamment en train d'essayer d'échapper à la sidération. Mais par un mécanisme qui a comme bénéfice que le sens de mon existence est désormais garanti par la communauté à laquelle j'appartiens, donc c'est beaucoup plus reposant pour l'individu, mais à quel prix? Au prix de quelle aliénation? Bon, je m'étends pas trop là-dessus, j'en ai déjà parlé, puis ce sera le propos d'autres vidéos. Si on revient à la question de la dépression là-dedans, même une dépression qui a une origine seulement somatique, j'ai pas reçu assez de soleil, j'ai pas assez dormi. Et supposons que j'ai pas reçu assez de soleil et que j'ai pas assez dormi vraiment pour des raisons somatiques, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait que, au fond, j'étais en train de m'engluer dans quelque chose qui fait que je ne suis pas sorti et qui fait que j'ai eu des problèmes de sommeil. Non, vraiment une origine seulement somatique. Malgré tout, ce qu'elle vient fragiliser chez l'être humain, et qu'elle ne fragilise pas, sans doute, pour autant qu'on puisse le savoir, chez un animal qui n'a pas les mêmes facultés d'abstraction, ce qu'elle vient fragiliser, c'est le récit par lequel il construit son sens. C'est-à-dire qu'un des symptômes de la dépression, c'est pas simplement les symptômes appréhendables de manière physique, c'est aussi l'effondrement du sens. Au point qu'on peut résumer la dépression comme ça. La dépression, c'est ce moment où le sens qu'on donnait à l'existence s'effondre, et où du coup, d'une certaine manière, on regarde Méduse dans les yeux. Et donc, l'énergie à déployer pour échapper à la sidération est considérable. On est au cœur de l'angoisse, et étant au cœur de l'angoisse, il y a une fatigue monstrueuse, fatigue au point que l'individu qui est vraiment en dépression descend acheter du pain, remonte et est claqué pour la journée. Mais vraiment, physiquement, épuisé, faut dormir, faut se remettre de cette course. Donc, si je résume la dépression comme cette perte du sens. Cette perte du sens, elle va du coup survenir de manière très différente, suivant la manière qu'on a habituellement de construire ce sens. Si je suis dans une modalité de construction du sens où, au fond, je ne le construis pas activement comme individu, je ne forge pas un récit subjectif, j'essaye de coller au récit collectif. Au fond, ce que je traverse là, c'est un effondrement momentané, qui peut durer jusqu'à la mort, de ma croyance en ces récits collectifs, et ce que je vise
ce que je vise pour en sortir, c'est de refonder cette croyance. Et c'est là que, effectivement, ça a du sens d'appréhender la dépression exclusivement comme phénomène pathologique. En effet, dans ce fonctionnement typique, on peut dire, bah tiens, il y a quelque chose qui fait défaut désormais, l'individu n'arrive plus à y croire, il faut essayer de remettre du carburant. Et remettre du carburant, c'est conseiller à la personne d'aller, je sais pas moi, faire des longueurs à la piscine, parce qu'en effet, elle va sécréter des endorphines, enfin, que évidemment, il y a un certain nombre de mécanismes hormonaux qui vont pouvoir, au bout d'un moment, peut-être, permettre à l'individu de réadhérer à ce à quoi il adhérait. Et finalement de s'accommoder de ce qui lui est momentanément devenu insupportable. Non pas par quantité objective de souffrance, mais insupportable parce que inepte sans sens. C'est bien là qu'est la question. La personne qui déprime, c'est pas tellement parce que la situation dans laquelle elle est objectivement plus contraignante que ce qu'elle vivait 6 mois, 1 an auparavant. C'est que tout d'un coup, ça n'a plus de sens. Et parce que ça n'a plus de sens, la moindre contrainte devient insupportable. La question du sens est au cœur de tout. On pourrait l'analyser même dans ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Enfin, bref, on peut l'analyser de 1000 manières. Donc, dans ce fonctionnement typique, ça a effectivement une certaine pertinence de considérer la dépression exclusivement sous l'angle de la pathologie, et de la pathologie qu'on peut traiter à coup de médicaments ou de prescriptions mais disons que la dépression ne nous dit rien de plus en apparence. En apparence. Parce que si à rebours, on considère un fonctionnement surdoué, un fonctionnement qui a besoin de repartir toujours de cette conscience, de repartir toujours du fait que, évidemment, on va mourir, qu'évidemment le temps passe, et de cette conscience très aiguë qu'au fond, nos objets de désir, et que nos constructions de sens qui nous permettent de nous sentir euphoriques, ou à défaut d'euphoriques au moins bien, enfin, ce sont évidemment des constructions toujours arbitraires, que ce sont nos projections, que si on était autre, si j'étais quelqu'un d'autre, si j'étais né dans une autre culture, dans une autre société, c'est aussi ça le vertige de l'anthropologie, c'est que quand on voyage, mais quand on voyage en ouvrant vraiment les yeux, et quand on regarde les autres cultures, on s'aperçoit à quel point tout ce autour de quoi nous avons construit le sens de notre existence, c'est totalement arbitraire, et que dans une autre culture, pour quelqu'un d'une autre culture, ça n'aurait aucune signification. C'est étourdissant. Donc, pour celui qui tient constamment cet arbitraire, la perte du sens qui peut survenir. D'abord, en effet, il y a bien une sorte de fragilité constitutive qui ne veut pas dire forcément qu'il va perdre le sens plus fréquemment, mais qui ne va pas le perdre tout à fait de la même manière. Parce que, bien sûr que quand on construit le sens avec ses petits bras et qu'on a conscience du fait que l'espace dans lequel ce sens se déploie, c'est un espace profondément singulier, et que du coup d'ailleurs on n'est pas soutenu par les effets de connivence. C'est-à-dire que les surdoués, ceux d'entre vous qui regardez cette vidéo, ceux d'entre vous qui n'êtes pas du tout déprimés, qui êtes dans des choses, dans des parcours de vie, qui ont pleinement sens pour eux, savent très bien que la plupart du temps, quand ils en parlent autour d'eux, c'est quasiment incommunicable. Parce que les mêmes choses qui les nourrissent très profondément, la plupart des gens, comme justement ce sont en général des choses très singulières, que c'est vraiment une idiosyncrasie qui appartient à l'individu, et que ça correspond pas à ce qui tient la plupart des autres, les autres vont être très contents parce que, je sais pas, ils font une bonne carrière, ils sont exactement là où ils devaient être, etc. Et puis, il y a cette espèce de surdoué qui lui jubile parce que tel aspect de sa vie, mais dont il sent bien que personne d'autre jubilerait là-dessus. Que tout le monde trouve ça un peu bizarre. Donc, c'est presque impartageable. Et il sent bien que, aux yeux des autres, il passe un peu pour un dingue. Bon. Donc, évidemment, c'est très fragilisant. C'est très fragilisant de se dire que le sens, l'absolu, l'infini qu'on est en train d'entrevoir et de construire autour de quelque chose, on est quasiment le seul à le toucher du doigt de cette façon-là. D'où aussi l'importance, quand même, d'avoir des partenaires de jeu, d'avoir quelques pairs, PAIRS, quelques-uns avec lesquels, à défaut que ce soit exactement la même signification pour eux, pour autant,
ils perçoivent ce qu'il y a dans ce geste, dans cet arbitraire, et ils le respectent. Et c'est là qu'il peut se créer quelque chose d'assez fabuleux à vivre. Mais quand on n'a pas ça, c'est très fragilisant. Bien sûr que quand on n'a pas ça, l'effondrement ne s'opère pas exactement de la même façon, et il y a une fragilité particulière, bien sûr, des surdoués. C'est pas simplement ça. Parce que, en même temps, chez un surdoué, il se produit ce qui ne se produit pas dans l'autre fonctionnement, qui que cet effondrement peut devenir à son tour une sorte d'objet de désir. Parce que paradoxalement, si la question c'est vraiment de trouver du sens par soi-même, de construire sa vie comme une épopée, comme une errance, alors justement l'effondrement, c'est aussi ce qui prélude à un ressurgissement différent. Au fond, il y a quelque chose là, un peu comme le voyage d'Ulysse. Ulysse, à chaque fois qu'il arrive dans une île, c'est une vie nouvelle, c'est un autre Ulysse. Et c'est toujours finalement un Ulysse possible, qui pourrait rester là, et rester là pour toujours. Et le moment où il doit quitter cette île, où au fond cette île s'effondre, bien sûr que c'est un moment infiniment tragique. Mais c'est la condition pour qu'il puisse aller dans une autre île, pour qu'il puisse se réinventer. Donc il y a bien une forme de mise en travail possible de l'effondrement du sens, qui n'est alors plus forcément vécue comme dépression au sens clinique du terme, qui est une sorte de mini-dépression, mais dont l'inclusion dans le récit du sujet fait que ça n'a plus forcément de sens de l'appréhender sous l'angle de la pathologie. Il y a au fond là une manière de se réapproprier un enjeu existentiel fondamental. Parce que pris sous un angle existentiel, bien sûr que la dépression ou que la possibilité de la dépression est d'une certaine manière la compagne intime de tout être humain. Bien sûr que c'est à partir de la mort, de la finitude, de ce que tout ça a de sidérant, c'est à partir de ce néant-là, de cet effroi-là, que nous construisons le sens. Et que du coup, il y a bien là un creuset très précieux, si on arrive à ne pas sombrer totalement. Mais tout cela fait que les surdoués ont en effet un rapport assez particulier avec la dépression, pas tellement qu'ils dépriment forcément plus que les autres, mais différemment, et que l'enjeu, et notamment l'enjeu clinique, quand il y a dépression, c'est d'arriver non pas à le traiter comme un accident passager dont il faut juste arriver à se relever à l'identique, mais arriver à entendre ce qui s'y dit, c'est-à-dire la possibilité véritablement d'un nouveau déploiement, comme si la dépression avait aussi un message essentiel à délivrer. Message essentiel, alors là, attention, non en ce que la dépression serait la vérité dernière. Ça, c'est un des grands dangers de la dépression, c'est qu'elle peut prendre le masque de la vérité. Comme si, dévoilant l'arbitraire de toutes les projections, le déprimé touchait du doigt, en fait, enfin, le fait que la seule vérité, c'est la mort. Le fait que la seule vérité, c'est qu'il n'y a aucun sens, et que tout est vain. Ce qui est trompeur, c'est d'une certaine manière le mensonge de la dépression. Parce que ça aussi, c'est du récit. Parce que, au fond, dans la mesure même où finalement, nous n'existons que par nos projections, ces projections sont tout aussi bien de la réalité. Une réalité imaginaire, mais une réalité tout de même. Et la mort, notre finitude, n'est rien d'autre pour nous qu'un objet, et ça n'existe pour nous aussi que dans la mesure où nous l'imaginons. Ça n'est pas la vérité dernière. Mais bien sûr qu'un certain nombre de surdoués vont être fascinés par ce point-là, cet endroit où, et d'une fascination qui pourrait les engluer totalement. Là où il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à se laisser mourir, se laisser sombrer dans ce qui est cette sorte de vérité ultime qui nous attend tous. Il y a plein de pièges possibles. Un autre de ces pièges, c'est ce que l'attirance légitime pour la dépression. Attirance légitime en ce que, bien sûr, qu'elle est un élément essentiel du mouvement par lequel nous allons inventer du sens. Mais que cette attirance ne devienne pas
là aussi le gouffre dans lequel on va tomber. Attirance qui peut se voir sous un autre angle. Et je pense qu'un certain nombre de ceux qui regardent cette vidéo vont reconnaître. Attirance par exemple pour la dépression de l'autre. Parce que, pour employer une expression enfantine, c'est quand l'autre déprime, surtout d'ailleurs quand d'habitude il a un fonctionnement typique, mais ça peut être aussi un fonctionnement surdoué s'il a été un peu verrouillé. Quand l'autre déprime, tout d'un coup précisément parce que ses croyances sont ébranlées, il parle, j'ai employé l'expression enfantine mais dont je pense qu'elle est au fond la plus juste, souvent il se met à parler pour de vrai. À parler pour de vrai. C'est-à-dire, il n'est pas dans une posture, il n'est pas dans les oripeaux de sa croyance que précisément il tient plus. Et tout d'un coup, quand il donne ses émotions, quand il les lâche, il y a une véracité de sa parole, il y a une intensité de sa parole, qui pour le surdoué, qui n'arrive pas à communiquer là-dessus, habituellement, est une sorte de source, c'est l'oasis dans le désert. En même temps, le problème, c'est que c'est une oasis très dangereuse, parce que quand on arrive enfin à partager cette même intensité, mais autour d'émotions qui sont aussi joyeuses, qui sont aussi fécondes, on n'est quand même pas dans la même situation que celle où on se trouve quand le seul endroit où on parvient à avoir une communication véritable, c'est dans le récit de souffrance et dans le récit d'une angoisse qui envahit tout et qui est suffocante et qui réduit à l'impuissance. Mais bien sûr qu'il y a là un piège, et qu'il y a un piège qui conduit un certain nombre de surdoués à être très attirés par les gens déprimés, parce que là, enfin, on va sortir des effets de communication que je décrivais dans la vidéo sur la sociabilité usuelle, où chacun tient sa posture et où n'existe au fond, où l'objet dont on discute n'a jamais aucune importance et n'existe au fond que les effets de connivence qui permettent à chacun de se réassurer. Donc, il y a bien une relation très complexe entre la douance et la dépression. Relation qui, encore une fois, ne peut pas s'appréhender facilement avec des outils statistiques. Mais si la douance est bien ce que nous sommes en train d'appréhender autour de nos concepts, on voit bien l'articulation. Et que l'enjeu, il est même considérable. L'enjeu, il est d'appréhender, de commencer à appréhender la dépression, non pas comme seulement un phénomène pathologique, un accident, un moment passager qu'il faudrait réduire, mais d'appréhender la dépression comme ce qu'elle peut être également, finalement une question posée au sujet, et même une question essentielle posée au sujet, voire même une question que le sujet ne se pose à lui-même que peut-être parce que enfin il a les moyens de la résoudre. Je suis persuadé que, c'est une phrase de Marx ça, sur l'humanité, je suis persuadé qu'elle est valable aussi à l'échelle individuelle. Marx dit « l'humanité ne se pose les questions qu'au moment où elle a les moyens de les résoudre ». Ce qui ne veut pas dire qu'elle se les pose de manière sereine, elle se les pose de manière infiniment douloureuse. Mais je suis persuadé qu'il y a dans la dépression, et d'ailleurs il y a des individus qui ne peuvent pas se permettre la dépression. Il y a des structures psychiques telles qu'il ne pourrait pas y avoir dépression. S'il y avait dépression, il y aurait immédiatement ce qu'on appelle décompensation, c'est-à-dire effondrement total du sujet, dislocation du sujet. Quand on se permet la dépression, entre guillemets, c'est sans doute parce que quelque chose du sujet peut entendre, peut accueillir et peut peut-être mettre en travail la question qu'elle soulève. Et ça, que l'individu soit, entre guillemets, surdoué ou plutôt sur un autre mode. D'une certaine manière, la dépression, c'est ce qui fait apparaître d'ailleurs la fragilité de la séparation qu'on est en train de faire entre surdoué et typique. Parce qu'au fond, là, tout le monde est en train de fonctionner un peu de la même manière. C'est bien pour ça qu'elle est un objet très particulier. Et c'est bien pour ça que un des enjeux, c'est de pouvoir l'appréhender autrement que seulement sous un angle médical, de pouvoir l'appréhender, au fond, comme un rite de passage. De pouvoir, si on va pas chercher dans le vocabulaire anthropologique la notion de rite de passage, de pouvoir considérer la dépression comme la panne de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Tout part d'une panne. S'il n'y a pas la panne, si son avion n'est pas en panne au milieu du désert, il est tout seul dans une solitude infinie. Personne ne pourra venir à son secours. Tout devient totalement dérisoire. Tous ses rêves d'aviateur, c'est désormais une carlingue qui marche plus. C'est un avion qui n'a aucun sens, qui n'est plus un avion. Il est seul dans le désert, il est sûr de mourir. S'il n'y a pas cette panne, il ne peut pas rencontrer le Petit Prince.
Et le Petit Prince, c'est lui, c'est l'enfant en lui. C'est l'enfant qui demande à rêver, c'est l'enfant qui a besoin de rencontrer le renard, de comprendre enfin ce qu'est la rose. C'est la panne qui lui permet cette rencontre. C'est la panne qui lui permet tout d'un coup de prendre un recul immense par rapport bien sûr au banquier, à ces figures-là, mais finalement aussi par rapport à lui comme aviateur, par rapport à l'avion. C'est ce moment crucial où il est en train de réparer son avion, et où le Petit Prince lui dit « Dessine-moi un mouton ». Et il lui répond « Mais j'ai plus important à faire, c'est sérieux ». Et où le Petit Prince lui répond quelque chose, je me souviens plus, mais quelque chose comme « Oh là là, t'as rien compris ». Et où tout d'un coup il se rend compte du fait qu'il a rien compris. Et que peut-être le plus important c'est en effet de dessiner un mouton. Et que d'ailleurs dessiner un mouton, c'est pas dessiner un mouton, c'est toujours autre chose. C'est dessiner une boîte avec des trous. Que ce dont il est question depuis toujours pour un être humain, c'est du rêve. Qu'il n'y a que, d'une certaine façon, que cela qui pour nous est réel.